Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Ilios Kotsou au micro de Nouvelle Conscience. Dans cet épisode, Ilios Kotsou nous invite à ralentir et pourquoi pas à contempler l'essence de l'arbre, ce voisin planétaire, ou encore à écouter le chant de l'oiseau qui résiste à travers le brouhaha de nos villes et de notre mental. Je fus touchée par la poésie naturelle d'Ilios Kotsou, sa capacité à penser global, en reliant systématiquement les causes sociales aux enjeux écologiques, les mobilisations politiques au prendre soin. Après un détour par la philosophie du bonheur, nous pénétrons dans l'antre de la pluralité de l'esprit, habitantes et habitants sensibles de la Terre, dans une même cosmogonie. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute et une belle inspiration en présence d'Ilios. Bonjour Ilios Kotsou. Bonjour. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Je suis très contente de pouvoir échanger avec vous sur le bonheur et sur son lien notamment avec la préservation de la nature, de notre nature et de la nature du monde. Pour commencer, je souhaiterais vous proposer de vous présenter avec le cœur et en conscience, s'il vous plaît. Alors, je trouve ça intéressant parce que se présenter, c'est toujours une histoire, au fond. C'est raconter une histoire, non? Il y a l'histoire qu'on nous a racontée, l'histoire de ce qu'on a vécu, l'histoire de l'interprétation de tout ça. Et puis, on n'est pas des individus tout seuls, non? On est des hommes et des femmes en relation les unes avec les autres dans un moment de vie. Et donc, l'histoire qu'on raconte à un moment sera toujours différente de l'histoire qu'on raconte à un autre moment. Et donc, ça dépend d'où on prend le fil de l'histoire. Après, on peut dire, on peut parler de l'endroit où on est né, mais on n'est jamais que l'endroit où on est né, le genre qu'on nous attribue, l'âge que l'on a, la couleur de nos cheveux. Donc, et en même temps, c'est important. Donc, je suis né d'un père grec et d'une mère allemande. Ça fait un drôle de mélange, en fait. Et en même temps, j'ai pas du tout de sentiment de nationalité. C'est bizarre. Je parle français, mais j'ai pas ce sentiment de nationalité. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'expressions, qu'on utilise, citoyenne du monde. Et puis, en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression, surtout pour vous, dans ce podcast-là, que le sentiment que j'espère que je vais développer de plus en plus, c'est d'être un terrien, une terrienne dans cette maison commune. Et donc, c'est peut-être le plus important, plus que les particularités qui sont aussi les jolies décorations. Et donc, cet Ilios né d'un père grec, d'une mère allemande en Allemagne, j'ai grandi dans une communauté, mais sectaire, de par la personne qui la dirigeait, où en même temps, j'ai découvert la méditation d'une certaine manière, parce que c'est ce qu'on pratiquait, c'était là-bas, c'était une inspiration bouddhiste. Puis en même temps, j'étais en contact avec toutes les dérives qu'il peut y avoir lorsque les questions de la spiritualité, tout ça sont dévoyées. Et donc, c'était une expérience très intéressante de ma vie, avec de la douleur bien sûr, mais aussi beaucoup d'apprentissages qui nourrissent aujourd'hui mon approche de ces questions du bonheur, de la méditation et tout ça. Et donc, j'ai grandi dans la montagne, dans les gorges du Verdon, et donc avec un contact privilégié avec l'environnement qu'on peut appeler la nature. Et peut-être pas étonnamment, c'est après n'y être plus, je me suis rendu compte à quel point c'était important. C'est après, maintenant que j'habite en ville, que je me rends compte à quel point le vivant, les arbres, les forêts, les montagnes, les rivières sont des choses tellement essentielles. Quand elles sont là, je fais partie des humains, malheureusement, qui, quand les choses sont là, parfois, ils les prennent pour acquis. Et quand elles le sont un peu moins proches, alors je me rends compte de... Voilà. Merci. On vous définit, et même vous vous définissez comme un chercheur en bonheur. C'est quoi un chercheur en bonheur? On cherche sur le bonheur ou on cherche le bonheur?
Voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Alors, chercher le bonheur, c'est certainement la meilleure manière de faire en sorte de ne jamais le trouver. Quand on court après quelque chose, souvent cette chose se dérobe à nous. Et c'est vrai que, alors je suis plus inconscient. En tout cas, je parle beaucoup moins de ce mot-là parce il y a tellement de polémiques autour de tout ça que, comme toujours, ça demande d'avoir un peu de nuance et de définir c'est quoi cette question du bonheur. Euh, D'une certaine manière, on pourrait dire que chacun d'entre nous, au fond, je crois qu'on a cette inclinaison d'avoir une vie riche, une vie qui a du sens, une vie dans laquelle on se sent bien et en lien. Et donc, on pourrait plus facilement parler du bonheur par son opposé, par ce qui se passe lorsqu'on ne se sent pas bien. Et donc, un premier élément, c'est que lorsque je ne suis pas bien, j'ai un sentiment de manque. Il me manque quelque chose, au fond. Alors, ce qui me manque, ça peut être quelqu'un, ce qui peut être manque, mais il y a quelque chose qui me manque. Et un sentiment de plénitude, non pas parce que j'ai beaucoup de biens matériels, mais parce que je me sens plein d'une certaine manière, ça peut être un indicateur de certain bonheur. Il y a bien sûr le sentiment du lien qui est tellement central. C'est certainement le premier élément d'une vie qui fonctionne. C'est je me sens en lien, je me sens en lien, bien sûr, avec le plus vaste que moi. Je me sens en lien avec l'environnement dans lequel je suis, les arbres, les montagnes. Mais je me Hmm. sens aussi en lien dans la communauté des humains et des humaines. Puis je me sens en lien avec moi-même. Et le sentiment de solitude qu'on vit beaucoup dans nos sociétés, là, c'est une épidémie aujourd'hui. C'est certainement un indicateur du contraire d'aller bien, non? De se sentir aliéné, seul, discriminé, maltraité, ainsi de suite. On peut aller jusqu'où on veut. Et donc, si je devais résumer vraiment ça, au-delà des images caricaturales d'un bonheur matérialiste, mais je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui y croient. Peut-être qu'il y a une partie encore, mais on sait bien qu'on peut tout avoir et aller très très mal. Et en même temps, pour être nuancé, c'est pas un discours qu'on va tenir aux personnes qui n'ont pas de toit, pas à manger, Oui. qui n'ont même pas une bonne nourriture, qui ont des conditions de vie terribles, qui dorment en dessous des ponts. Donc, oui, le matériel, on en a besoin. Et en même temps, il n'est pas suffisant, puisque ce qui est important peut-être à la fin, c'est de pouvoir aimer la vie. Et comme disait Renaud, et l'aimer même si, parce que le même si, il est là. En Oui. tout cas, dans la mienne, on va déjà toutes mourir et tous mourir. C'est ce qui n'est pas très réjouissant pour beaucoup d'entre nous. On va avoir des échecs, on va souffrir, et je le souhaite pas, mais c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est Oui. on a des accidents. Et la question, c'est comment on peut aimer la vie Hmm. avec tout ça, plutôt que d'attendre que tout soit réglé pour enfin commencer à vivre, ce qui ne va jamais arriver. Tout ne sera jamais définitivement réglé. Et donc, Hmm. comment dans une vie imparfaite, difficile, en étant une personne imparfaite, on arrive à naviguer dans cette navigation-là, pouvoir aimer la vie. Je pense que ce serait ça, quelque part, le bonheur. Alors, après, si on vient à la question, parce qu'il faut que je réponde, j'ai l'art de ne pas répondre aux questions. C'est quoi, chercheur en bonheur? Alors, de nouveau, ça fait référence plutôt à la recherche, la recherche scientifique, et qui est une très chouette, je trouve que c'est une chouette dimension de la société. Comme toujours, on peut critiquer, on peut toujours tout critiquer, mais c'est se dire, je vais, avec une certaine forme de lucidité, essayer de sortir de uniquement ma vision personnelle reliée à mes stéréotypes, à mes histoires, à mes conditionnements, pour essayer de réfléchir à quelque chose, cette question du bien-être, de manière un peu plus universelle, et en la mettant à l'épreuve des faits, en la mettant à l'épreuve d'une forme de réplicabilité, en essayant de comprendre quelles sont les conditions, en essayant de comprendre quelles sont peut-être ce qui nous permettent d'aller plus vers là, en essayant de comprendre quels sont les freins. Et donc en ça, la méthode scientifique, en fait, c'est une méthode assez rigoureuse mais simple. On pourrait dire que pratiquer une forme d'écologie intérieure comme la méditation, c'est aussi une méthode scientifique qui est proposée. C'est comment je me dépose, j'essaie Hmm. d'ouvrir les yeux, d'être lucide, de le faire régulièrement pour que ce soit pas juste une fois, et comment je peux être moi-même la scientifique, le laboratoire, l'expérience, essayer d'aller voir un peu en moi ce qui fait que voilà, je puisse trouver un équilibre dans les tempêtes de la vie. D'accord. Ben justement, j'allais vous demander une définition du bonheur, mais là, je crois que vous nous en avez donné plusieurs. Du coup, à ce que j'entends, le bonheur n'est pas propre à une culture, mais ce serait une sensation qui serait propre à notre humanité. Voilà, vous avez parlé de différentes constituantes. Voilà, le lien à soi-même, à la nature, le lien aux autres. Est-ce que dans votre vie, votre parcours, vos études aussi sur le bonheur, vous avez remarqué des points communs dans cette sensation de bonheur avec d'autres parties du monde, d'autres humains, d'autres cultures?
Oui. Alors, évidemment, et vous y répondez déjà d'une certaine manière, c'est que euh, il y a toujours des différences culturelles immenses, des différences individuelles immenses, des différences de groupe immenses, et en même temps, il y a une commune humanité. Et donc, si on définit le bonheur par rapport à cette commune humanité, alors on peut parler de cette inclinaison qu'on a toutes, en fait, à aller bien, à vouloir prendre soin des gens que nous aimons, à vouloir nous sentir connectés, à souffrir de la solitude et du rejet. Je pense que ça traverse les cultures. D'ailleurs, on peut penser à des cultures appelées traditionnelles, je sais pas, en Australie par exemple, où justement la pire des choses, en fait, la mort sociale qui pouvait amener à une mort physique, c'était d'être rejeté de la communauté, parce que je suis exclu de la communauté. Donc, il y a des cultures qui sont plus collectivistes, où on va voir plus facilement cette importance de la place dans cette communauté. Et puis des cultures comme les nôtres qui sont plus individualistes, mais on le voit aussi, parce qu'on voit dans ces cultures individualistes comment on devient malade aujourd'hui du manque de lien social, on devient malade de ce manque de justice, de solidarité, ainsi de suite. Donc, il y a des choses communes qui les traversent. Alors, en même temps, bien sûr, dans certaines cultures, on va mettre plus en avant, des cultures américaines, la réussite matérielle, le statut. Bon, il semblerait que ça va qui nous rende heureux. Mais elles sont plus mises en avant. Et puis, dans d'autres cultures, on mettra l'harmonie communautaire peut-être plus en avant, dans certaines cultures. Et donc, il y a aussi une question de normes sociales qui vont être véhiculées par les cultures. Et ça pointe aussi peut-être l'importance du changement de normes. Qu'est-ce qu'on valorise? Est-ce qu'on valorise voilà, dans une culture patriarcale, plutôt la combativité, la domination et le statut, ce qui va faire que on va se battre pour ça. Et voilà, et on voit toutes les dérives et tous les problèmes que ça va causer, les souffrances que ça va causer dans ces systèmes de domination. Ou est-ce que les normes sociales vont changer comme elles le font, ou ce qui va être valorisé, c'est la coopération, le lien, l'altruisme et la justice. Et là, c'est une petite réflexion de ces derniers jours. Je ne sais pas si elle est censée, mais je réfléchissais à ces normes et je pensais à la question de la solidarité, de l'altruisme et de la justice. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, on peut valoriser l'altruisme et la solidarité et en même temps ne pas oublier la justice sociale parce que même l'altruisme et la solidarité peuvent être vus comme des attitudes relationnelles mais qui viennent des individus. Je suis solidaire, je suis altruiste. Oui. C'est pas la même chose que de se dire le collectif et les normes collectives de la justice sociale. Parce qu'on pourrait avoir une société collectiviste, hein, au-delà des caricatures, qui est hyper inégalitaire, et on en voit dans le monde. C'est pas parce que les sociétés sont collectivistes qu'elles vont bien et qu'elles sont égalitaires. Il y a des vertus, mais la justice sociale, qui est, je pense, quelque chose auquel on aspire toutes et tous et qui est nécessaire pour l'équilibre des terriens et des terriens, je pense que c'est un impératif, c'est quelque chose vers lequel on doit aller. Évidemment, dans cette forme de justice sociale, on a besoin de communauté, d'altruisme, de lien, de solidarité, et aussi peut-être de connaissance de soi. Donc il y a, voilà, le général sociétal, il y a comment on est en lien avec les autres, et puis il y a l'intérieur. Et ces trois niveaux vont participer à une société plus épanouie, peut-être, sans Mm. tomber dans les idéalismes qui n'existent pas. Oui, 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 tout est à nuancer. Dans un de vos ouvrages, Psychologie, le bonheur dans tous ses états, vous exprimez que protéger son environnement, donc j'imagine ce qu'on peut appeler le milieu, la nature, donc le vivant à l'extérieur de nous. Donc protéger son environnement permet de protéger son bonheur. Comment vous faites le lien entre justement ces deux niveaux de protection qui sont interdépendants finalement? On peut le faire de plein de manières différentes. Malheureusement, et je le fais aussi parce que je pense que c'est un motivateur, on peut le faire de manière instrumentale, ce qui est un peu dommage de ne le faire que comme ça, mais c'est se rendre compte tout simplement que la nature, on en fait partie et que c'est notre maison commune. C'est très pratique, hein, il y a rien de poétique là-dedans, et c'est qu'à force d'abîmer l'endroit qui nous nourrit, l'endroit qui nous protège, notre propre maison, à un moment, on peut toujours imaginer que c'est chez le voisin que c'est pourri, qu'on déverse nos déchets chez le voisin, mais à un moment, ça retombe chez nous. Et que Oui. donc, voilà, à force de ne pas prendre soin de la planète, elle finira par devenir inhabitable. Et là, et on le voit déjà, les problèmes en termes de nos rapports avec les autres formes de vie, les humains, la question des virus, et ainsi de suite. On voit bien que l'impact de nous, notre espèce animale, il finit par se retourner contre nous. Et donc, ne pas prendre soin de ce qu'on appelle la nature et du vivant, c'est au fond pas très intelligent, simplement pour notre survie. Ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau le plus simple, le plus basique que tout le monde peut comprendre. Et on voit bien cette interdépendance du premier niveau. Elle nous fait juste nous rendre compte que, au fond, on ne peut pas imaginer, ce serait faux d'imaginer qu'on peut vivre bien quelque part
en polluant ailleurs et que ça ne se retourne pas contre nous parce que tout est lié. Et donc, la pensée de la complexité, qui est une pensée scientifique et des liens, nous montre aujourd'hui que voilà, ce qui se passe ailleurs finit par avoir un impact chez nous. Et donc, même si on est complètement égoïste, on a intérêt à protéger la nature. Évidemment, il faudrait qu'on ait un égoïsme au moins relié à quelques personnes, parce que si on a beaucoup de moyens et qu'on est très, très égoïste, on peut toujours se dire que on aura les moyens de se protéger pour sa vie à soi. Oui. Ça, c'est un égoïsme, ou je veux dire, un aveuglement total. Si on est un tout petit peu ouvert, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, un autre niveau, c'est se rendre compte que, et les études scientifiques nous montrent, c'est que le besoin de relation avec la nature, c'est ce qu'on appelle un besoin psychologique fondamental. Au même titre, au fond, que le besoin de lien avec les autres, au même titre que le besoin de compétences, d'autonomie, de sens. Et donc, on a besoin de ça. Et alors, ça fait référence à ce terme, ce joli terme, en fait, de biophilie, qui est ancien. Hein. C'est Eric Fromm, je pense, qui en avait parlé. Et puis, il y a Wilson dans la science. Et donc, on aurait cet appel inné en nous d'un amour, une tendance à être en lien avec la nature, à aimer la nature et tous ces processus de la vie de laquelle on fait partie. Et donc, les chercheurs et chercheuses pensent, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on aurait tous cette tendance à la biophilie. Et donc, si on ne nourrit pas ça, on a aussi moins de bien-être au fond. Et c'est beau, c'est-à-dire que si on nourrit cette tendance-là naturelle, alors on a envie de prendre soin de l'environnement. Et on voit aussi que pour la plupart des humaines et des humains, quand on fait des études sur nos souvenirs positifs, on voit qu'ils sont très souvent liés à notre contact avec la nature. Et donc la déconnexion de l'environnement naturel n'est souvent pas un signe de bien-être, de bonne santé mentale, et ainsi de suite. Cette question de ce qu'on appelle l'interdépendance, cette reconnaissance que nos vies sont entrelacées, les unes les autres, mais aussi avec la nature, et que donc le sort des humains dépend celui de la nature, le sort des unes et des autres, on dépend les unes des autres. Et donc lorsqu'on a vraiment ce sentiment d'interdépendance, dans notre corps, en fait, qu'on le ressent vraiment, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on prend soin alors du vivant, non pas parce que uniquement parce qu'on a peur pour sa propre survie, non pas uniquement parce que quelqu'un nous aurait dit qu'il fallait qu'on le fasse, c'est une question morale, c'est pas bien d'abîmer, et c'est bien de faire attention, mais on le fait parce que comme on a envie de prendre soin de ses voisines et voisins, comme on a envie de prendre soin de sa famille, au fond, c'est que le monde entier devient notre famille. Les hommes et les femmes deviennent notre famille, le vivant devient notre famille, les animaux aussi. Alors, évidemment, comme dans toutes les familles, il y a des gens qui en s'entendent mieux, moins bien, il y a des bagarres dans les familles, donc c'est pas idéaliser tout ça, mais c'est différent. C'est que tout à coup, il y a quelque chose qui nous apporte à prendre soin de plus profond, de plus incarné, qu'une question juste morale, Oui. qui, je pense, en tout cas, de moralisation plutôt, qui n'est pas très durable, me semble-t-il. Cette sensation, cette reconnaissance des liens réciproques qui nous unissent, elle va nourrir la coopération. Donc, évidemment, puisque si le sort est lié, ça va favoriser une forme de coopération, de communauté davantage engagée, solidaire, et ainsi de suite. Oui, ben justement, dans un de vos autres livres, Petit cahier d'exercice sur la pleine conscience, vous citez Thich Nhat Hanh, qui dit « Quand chacun d'entre nous se sentira en sécurité, la Terre sera sauvée ». Est-ce que le fait de prendre conscience de cette interdépendance peut recréer cette sensation de sécurité, finalement une identité cosmologique qui nous dépasse? On se sentirait bien sur cette Terre alors que le contexte est assez houleux, on n'a plus de repères dans nos sociétés, dans beaucoup de sociétés, en tout cas là je parle pour la France ou l'Occident. Donc voilà, comment ça peut restaurer une satisfaction, un bien-être Alors évidemment, Thich Nhat Hanh, c'est un grand poète, hein, un poète de la vie intérieure, aussi un poète de la nature qui nous invite à écouter les pleurs de la terre, à être connecté à nous-mêmes et aux vivants. Donc, difficile de commenter quelqu'un comme lui. Mais alors, ce que j'imagine, c'est que cette question de sécurité, elle vient, comme vous l'avez dit, très bien des liens, et que lorsqu'on arrêtera de nourrir ou essayer de se remplir par l'ultra-consommation, par le statut, par la domination, et ainsi de suite, peut-être qu'on peut imaginer alors que ça sera très différent. Alors, je pense qu'il y a du boulot quand on voit l'état de la planète, mais aussi les injustices sociales entre les cultures, les discriminations dans nos propres pays qu'on a envers les personnes qui sont différentes, qui ont une orientation de genre, sexuelle, raciale, tout ce qu'on veut différente. Et donc, il y a du travail, toute cette polarisation qui nous sépare. Alors qu'on pourrait justement, ces séparations, je trouve étonnantes, où on va dire communautarisme ou universalisme, on sépare tout, alors qu'on pourrait se dire, oui, on a quelque chose de profondément commun, cette commune humanité,
cette commune terrestrialité, et là-dedans, des couleurs différentes, une singularité, une altérité, et comment est-ce qu'on peut apprécier cette profonde unicité de chacune et chacun, tout en étant connecté à ce qui nous relie. Et en Oui. étant bien sûr conscient des dominations, des situations de discrimination. Et c'est pas parce que on se dit qu'on est toutes dans une commune humanité, une universalité, qu'il ne faut pas reconnaître que justement, dans les faits, c'est pas le cas. Et que dans les faits, il y a des personnes discriminées, des groupes discriminés, et qu'il est important de pouvoir faire quelque chose pour changer cet état de fait. Donc, comment est-ce qu'on, voilà, se rendre compte aussi qu'on est une petite partie du tout, un microcosme dans le macrocosme, et donc, en prenant conscience de ça, on a à nouveau envie. Je pensais à une étude scientifique très touchante où on avait interrogé des enfants de 6 à 12 ans sur leur relation avec la nature. Et au fond, ce qui ressortait de ça, c'est que les enfants tombent amoureux de la nature. Et donc, il y a D'accord. quelque chose vraiment comme de tomber en amour, un élan comme celui-là, d'amitié inconditionnelle. Et donc, il y a peut-être de ça aussi. Alors, évidemment, ça paraît hyper naïf quand on va dire ça. Ça sera nos cultures qui opposent toujours tout. Ça paraît hyper naïf. En même temps, quelque chose voilà, qui, moi, me touche en se disant, il y a cette ouverture, cette forme d'ouverture, d'amitié inconditionnelle qu'on Hmm. peut cultiver. Quand on est enfant, on peut la ressentir. Et ce n'est pas une idéalisation de l'enfance. On a aussi tous les problèmes et la cruauté qu'on peut avoir, mais ce Oui. sentiment-là, tellement important. Euh, dans lequel il y a une appréciation qui peut être aussi cognitive, intellectuelle, mais aussi quelque chose qui vient plutôt vraiment de nos sentiments profonds. Oui. Et Hmm. c'est en retrouvant ça aussi, me semble-t-il, qu'on aura envie de protéger le vivant, D'accord. dont nous faisons partie. Oui, tout à fait. Vous parliez d'enfants. Est-ce que vous savez à partir de quel âge à peu près justement se fait ce shift où en fait on tombe plus amoureux de la nature, où on va s'en séparer, où on va être un peu dans une forme de rupture pour certaines personnes. Je veux pas généraliser, mais Alors, j'en ai oui, aucune idée, mais ce qu'on peut dire, c'est tellement variable, parce que imaginez le nombre d'enfants qui ne vivent pas en contact des éléments oui, naturels, le nombre d'enfants qui mangent de la viande, et pour eux, l'animal, en fait, c'est comme un morceau je sais pas dire, il y a du plastique avec un morceau de quelque chose dedans, mais il n'y a aucune connexion avec le fait que là, c'est un être vivant, en fait. Un être oui, vivant doué de sensibilité, un être vivant qui souffre. Et là, quand je vous dis ça, c'est pas un plaidoyer pour le végétarisme, mais c'est un plaidoyer pour une reconnexion quand même réelle des conséquences de nos actes. C'est-à-dire, on n'est pas en train de manger un morceau de quelque chose, on est en train de manger un être vivant, cet être vivant qui a vécu, qui a eu une sensibilité, on le sait aujourd'hui, qu'on a dû tuer pour ça. Et donc, ça amène aussi cette reconnexion à un respect de la vie différent. Que là, où on est dans un monde de choses. Et donc, les enfants ont je pense très tôt, ce sentiment de la vie et de la nature comme étant un ensemble d'êtres. Alors on peut dire, même la pensée magique quand on est plus petit, mais le monde, ce sont des êtres. Et puis en grandissant, le monde devient un monde de choses. Et notre culture capitaliste et ultralibérale, elle fait ça. Non, elle transforme le monde des vivants en un monde de choses où les femmes, les hommes sont des choses, où tout devient une chose qu'on va exploiter. Alors on peut dire, on va l'exploiter de manière durable. Mais c'est de nouveau de l'exploitation. Et la oui, question, c'est comment on garde ce sentiment d'être plutôt que de choses. Alors, sans idéaliser, je pense que même si on vivait proche du vivant, de la nature, quelque chose de naturel dans le fait de développer des capacités cognitives, de prendre du recul, d'aller plus dans une forme d'abstraction. Mais je crois qu'il est possible de développer tout ça et en même temps de cultiver l'autre côté. Et donc, ce qui me vient, je me dis qu'on a besoin de ça, mais du contact de la nature, mais aussi on a besoin de poésie, on a besoin d'histoire, on a besoin de culture. Et donc tout ça va nourrir cette oui, part d'imaginaire en nous. Et c'est cette part d'imaginaire et de récit, hein, c'est ce que dit Cyril Dion, ce que disent d'autres. C'est quoi le récit, en fait, de demain? Et ce récit-là, qui est un récit où on vit en harmonie, dont on a besoin. Et donc c'est à nous je le dis parce que sinon on est vite dans les caricatures. C'est pas qu'on devrait revenir à un monde magique où on est tous en train de parler aux arbres. On pourrait même se dire que euh, on peut parler aux arbres parce qu'il y a quelque chose de magique dedans, mais on peut aussi parler aux arbres en étant une personne, un homme, une femme tout à fait dans une posture rationaliste, mais en se disant je parle à l'arbre uniquement parce qu'en faisant ça, je reconnais qu'il y a un être vivant qui est là. Pas parce oui. que j'imagine qu'il va me répondre, mais parce que je parle à un être vivant. Le Hmm. monde redevient vivant, ce qui est génial, non? Oui. Dans un monde mort de choses. Oui, donc vous avez pointé du doigt un vrai problème de société, je pense, la réification, en fait, voilà, vous disiez une société de choses,
Et je pense que ça peut être aussi à l'origine de beaucoup d'éco-anxiété chez beaucoup de personnes, de la solastalgie, des lieux dans lesquels justement dans notre enfance on se sentait plein de vie vont être rasés pour un champ de monoculture où on va extraire voilà une chose pour la consommation. Et du coup la question que je me pose et que je souhaitais vous poser, c'est comment rester dans un état de confiance, d'espoir, alors que cette réification est présente et attaque des lieux qui sont chers à notre cœur, en fait, et à notre condition d'être sensible. D'abord, un petit mot sur la solastalgie et l'éco-anxiété. Je pense que ce sont des émotions importantes parce qu'elles nous rappellent le précieux des endroits qu'on a connus. Et donc, cette forme de nostalgie, elle est importante pour avoir envie de préserver ces contextes-là. Et l'éco-anxiété, c'est aussi un sujet important et complexe parce que il vaut mieux guérir le climat que guérir l'éco-anxiété. On pourrait avoir cette tendance-là, de se dire l'éco-anxiété est un problème, on va guérir les Oui. personnes, mais nous guérir de la sensibilité, ça serait problématique. Et en même temps, si on est nuancé, être dépassé par l'éco-anxiété, être dans l'éco-paralysie, ne va pas être vraiment utile ni à nous, ni à l'environnement. Donc, comment fait-on pour vivre en même temps disponible, ouvert, sensible? C'est important de sentir cette douleur, j'ai l'impression, parce qu'elle nous dit quelque chose sur l'état du monde, et en même temps être capable de la porter et de ne pas être emporté par elle. Continuer aussi à avoir une qualité de vie et continuer à être une personne capable voilà, de vivre, de se réjouir et d'agir dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a une solution à ça, magique? Non. Ça serait, je crois que c'est en même temps, comme toujours, c'est une question à différents niveaux. C'est une question sociétale parce que lorsqu'on entend comme aujourd'hui encore, le Premier ministre en Belgique qui dit on va mettre un moratoire sur la réglementation au niveau de l'environnement et qu'il est en train de séparer la biodiversité du climat et que tous ces jeunes qui sont descendus dans les rues en demandant quelque chose, en se disant on est inquiet et inquiet pour l'avenir, évidemment on peut penser que c'est pas le meilleur signal pour l'éco-anxiété. Je suis déjà inquiète et puis j'entends que nos hommes politiques, eux, nous disent qu'il faut faire une pause. Alors, il n'y a sûrement pas de mauvaise volonté chez ces personnes-là, mais il y a peut-être une forme de déconnexion par rapport aux attentes d'une grande partie de la population. Donc, il y a une question politique là derrière. Il y a une question aussi sociale. Qu'est-ce qu'on fait, au fond, pour prendre soin de ces femmes et ces hommes dans un monde dans lequel on vit? Comment est-ce qu'on fait pour prendre soin des injustices? Comment on fait pour reconnaître, au fond, quelqu'un qui, en même temps, n'a pas de moyens financiers, qui est pauvre, et ainsi de suite, va vivre le changement climatique de manière beaucoup plus difficile que quelqu'un qui est privilégié. Donc, toutes ces questions-là sont là. Et quand je le pointe pour pas que on passe tout à coup à l'individuel en évacuant la question collective, qui est souvent le risque des approches de psycho, de méditation et ainsi de suite, dans lequel on peut tomber. Et puis quand on arrive à l'aspect de nous-mêmes, les femmes et les hommes, je crois que développer ce sentiment d'interdépendance est précieux et de voir comment on peut faire de la place en nous pour ces émotions difficiles en continuant à voir la beauté du monde. Il y a une personne extraordinaire pour ça, une dame, une des grandes dames de l'éco-psychologie qui est très âgée aujourd'hui, plus de 90 ans, Joanna Macy, et c'est ce qu'elle nous propose, non? Elle nous propose, c'est une vraie battante, j'ai l'impression, en tout cas, elle est lisant, c'est une militante, et en même temps, elle nous dit, le premier point, ce qu'elle propose, c'est la gratitude. C'est de continuer à voir ce qu'il y a de beau, de continuer à nourrir ce sentiment tellement beau des bienfaits de la vie, du vivant, des liens avec les autres, et qu'on ne doit pas qu'à nous. Et donc, s'il n'y a pas cette nourriture-là, c'est pas Oui. possible de vivre. Et ça me touche beaucoup qu'elle en parle, parce que sinon, ça nouveau, ça va être décrédibilisé par les gens de l'engagement en disant que mais non, c'est naïf. Non, c'est une vraie militante, elle nous dit ce premier point-là. Évidemment, après, elle nous parle d'honorer notre peine pour le monde, et donc il nous dit comment est-ce que je peux me réconcilier avec toutes ces parties de moi-même, comment est-ce que je peux bercer ma tristesse. Nathan parle de ça aussi, comment est-ce qu'on peut bercer notre tristesse, notre anxiété, et donc se réconcilier avec elle, parce qu'elle nous dit des choses importantes. Et après, c'est comment est-ce que je peux agir à mon niveau, de manière toute simple, à mon échelle. Et donc, peut-être qu'alors, je peux être quelqu'un d'un peu moins aliéné, un peu moins séparé, plus sans lien, un peu moins dans le manque, et me dire que la vie vaut la peine d'être vécue Oui. avec tout le reste, avec les difficultés, au Ouais. milieu de la tempête. Et c'est ce qu'elle nous dit encore, Joanna Messi. Elle nous parle d'espérance en mouvement.
Et donc, c'est pas un espoir tout à coup, c'est une espèce d'optimisme déconnecté de la réalité. Non, c'est l'espérance en mouvement parce que elle s'enracine dans mon vécu, dans ma manière d'être, et des choses qui paraissent très, très, très naïves quand on oublie de les connecter au reste. C'est cette capacité à encore, malgré les catastrophes, à regarder l'arbre qui est en face de nous, à écouter le chant de l'oiseau qui, malgré la pollution, continue à être là dans la ville, et par cette forme de connexion, avoir envie de protéger. C'est Oui. aussi le travail de Mathieu Ricard, par exemple. Son travail sur l'émerveillement, je pense qu'il est très précieux. C'est pas un travail naïf, c'est le travail qui nous dit, si tu t'émerveilles de la beauté de ce que tu vis, eh bien tout à coup, tu as envie vraiment d'en prendre soin. Je pensais encore à autre chose, c'est marche du temps long. Ici, chez Emergence, ma compagne, c'est ce qu'elle anime très souvent, une marche en forêt, où en 4,6 kilomètres, on va faire les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la vie. Bien sûr qu'on peut se dire que les quelques millimètres de l'époque moderne mettent tout ça en perspective, c'est vrai. Et en même temps, il y a autre chose de profond, c'est que lorsqu'on fait ce chemin-là dans son corps, on se rend compte qu'en tant qu'espèce, on est passé par le chat de l'aiguille. Déjà, toute la vie, tout le vivant est passé par le chat de l'aiguille. Il y a eu des extinctions, il y a eu tout ça. Et pourtant, nous sommes encore là. Et quand on voit les conditions improbables de l'apparition, du développement et du maintien de la vie, on voit que sans l'inclinaison de la Lune, qui est déjà extraordinaire qu'elle soit là, à cet endroit-là, il n'y aurait pas les saisons. Et donc, en prenant conscience de tout ça, je pense que vraiment, ça ouvre une forme d'émerveillement en se disant, c'est incroyable. Waouh, on est là vivante et vivant. Et je crois que si on prenait tous conscience de la mesure de cela, à quel point c'est improbable, extraordinaire, c'est cette petite poussière dans l'univers, planète bleue, qui n'est peut-être pas la seule, mais elle est incroyable et improbable, alors c'est cette forme de recul incroyable nous donne envie de protéger, de prendre soin. Ça me raconte souvent de manière ironique, mais c'est vrai, si on était un jour attaqué par des extraterrestres, eh bien tout à coup on se rendrait compte qu'on est une seule espèce sur la Terre, il faudrait se protéger, prendre soin de ce qu'on a. Voilà. Espérons qu'on ne sera jamais attaqué Oui. par quoi que ce soit, mais on pourrait déjà essayer d'arrêter de s'attaquer les unes les autres Bah ouais, ouais. et prendre soin de ça. Et à nouveau, il n'y a pas de. J'espère que ça va pas leur donner une leçon. Il n'y a pas de leçon, hein. Moi, je fais partie de ce monde-là. Voilà, c'est en ça que on revient à Thich Nhat Hanh, faire un peu la paix en moi entre mes différentes parties en guerre. C'est déjà un bon début. Ouais. Essayer de m'entendre quand j'ai un conflit avec un voisin ou un collègue, c'est déjà un bon début. Et puis après, étendre ça à plus vaste, à la rue Hmm. d'à côté, à la Ouais. personne d'à côté, au Hmm. monde d'à côté. Et Oui. peut-être quand le monde d'à côté devient plus vaste, comment est-ce qu'on intègre ça, l'individuel, le collectif? Oui, mais j'ai l'impression que au sein d'Émergence, c'est vraiment ce que vous souhaitez porter aussi avec Caroline Lessire. Voilà, Oui, cette interaction entre le collectif et l'individu, finalement, vraiment oui. ces deux volets d'une même pièce. Alors, Ilias, on va arriver à la fin de la discussion. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez me donner la définition pour vous d'une nouvelle conscience? C'est le titre du podcast. Que serait une nouvelle conscience? Euh, Une nouvelle conscience, ça serait cette attitude nouvelle qui va dépasser les limites des individus, des femmes, des hommes, et qui va englober ça de manière plus holistique et beaucoup plus interconnectée. C'est une conscience du fait que nous sommes toutes et tous une partie du vivant, mais pas seulement une conscience intellectuelle. La nouvelle conscience, c'est une conscience incarnée. C'est une conscience donc de cette interdépendance avec toutes les autres femmes, tous les autres hommes, mais aussi euh, toutes et tous les autres qu'humains et la planète dans son ensemble, avec les montagnes, avec les rivières, avec les forêts, avec l'oiseau sur l'arbre ici, juste en face. Et donc cette conscience qui fait que je protège la vie, j'en prends soin, je la savoure aussi, parce que j'en fais partie, parce que c'est ma famille, parce que ce sont mes voisines et mes voisins. Donc, dans cette nouvelle conscience, il y a certainement un changement de normes sociales qui font que ce qui va être encore davantage valorisé, c'est une pensée systémique, une pensée de la complexité, une pensée des liens, et qui met l'accent justement, grâce à ça, sur la justice sociale d'abord, mais aussi sur l'égalité, sur la durabilité, sur l'empathie, sur l'altruisme, sur ces valeurs-là, sur la coopération, qui seront dans la nouvelle conscience les marqueurs d'importance. C'est ça qui sera valorisé chez une femme
et chez un homme. Et on peut dire dans une dimension peut-être plus, je pense que cette nouvelle conscience aussi, elle reconnecte les choses là où elles sont souvent tellement séparées, là où notre monde polarise, elle va créer du lien en acceptant les différences. Donc, les différences sont valorisées, mais il y a du lien, et donc cette connexion à nous-mêmes, l'importance de la vie intérieure et de prendre soin de l'environnement. C'est le et plutôt que le ou, et donc une transformation bien sûr qui part en même temps de chacune d'entre nous et de nos actions en tant que collectif. Voilà. Super. Cette petite planète que nous partageons. Oui, ouais. Très bien, ben merci Ilios. Comment on peut vous retrouver, suivre vos activités? Il y en a beaucoup au sein de l'asso et puis vous êtes un peu partout en conférence très souvent. Comment on peut savoir On va dire 3 manières. Vous pouvez aller sur la page d'Émergence, émergence.org, et voir les activités de l'asso. Vous pouvez aller je vous inviterai à télécharger une application de méditation qui s'appelle Présence, qu'on a créée avec cette communauté, et cette Présence, donc P-R-E-Z-E-N-S, et c'est une application justement qui va intégrer ça, prendre soin de nous, des autres et du vivant. Et elle a une particularité, c'est que elle a un prix, mais qu'il y a un bouton très clairement visible. Si on n'a pas les moyens de payer, on a accès à 100% de l'appli. Donc, elle est tout à fait solidaire. C'est une application qui est de qualité, mais qui est en même temps tout à fait solidaire. C'est une application de la diversité. Il y a 28 parcours déjà aujourd'hui, avec des femmes, des hommes très, très différentes et différents, donc des voix différentes, dont des parcours qui nous invitent à être connectés au vivant. Donc, je trouve que c'est une chouette manière. Et puis, on peut aussi remercier les gens avec qui on a médité. Il y a l'idée d'essayer de faire, voilà, ça va tout sauver, mais donc c'est un petit élément dans notre monde qui peut nous aider. Et puis, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et parfois, je publie D'accord. des conférences ou des petits contenus. D'accord, super. Bon bah merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens dans la description et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous pour ce formidable travail. Ça donne de l'espoir, non? C'est de se dire, bien sûr, il y a tellement de choses qui dysfonctionnent. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui font des choses géniales, non? Il y a tellement de personnes. Et je me dis, si le jour où toute cette galaxie se reconnaîtra interconnectée, on aura encore beaucoup plus d'espoir de se dire, Oui. Pas toute seule et tout seul. Il y a tellement d'autres personnes qui agissent, qui sont conscientes et qui construisent ce monde différent. C'est pour terminer ces mots d'Abdelnour Bidar, qui ensemble, ces tisserands, des tisserands qui réparent le tissu déchiré du monde. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!